Jean-Yvan, je suis très heureux de vous retrouver par l'intermédiaire de Zoom et de ces technologies qui sont nées avec le confinement. Un confinement qui est partie prenante dans votre dernier roman, Sourire d'un enfant caché, qui paraît aux éditions MEO, et à propos duquel je suis très heureux de pouvoir bavarder avec vous et vous interviewer à son propos. Alors, il s'agit d'un roman avant toute chose qui s'appuie sur à la fois des souvenirs d'enfants cachés, celui que vous avez été entre en juillet 1900, maintenant de janvier 43 à juillet 44, vous avez été enfant caché, et ce roman est en quelque sorte une évocation par la voie de la littérature, de l'écriture, de cette période-là et de tout ce qu'elle a représenté finalement pour vous aujourd'hui, 80 ans plus tard. Et c'est le roman qui vous a permis d'explorer finalement l'énigme de ce qui vous est resté de cette période particulièrement difficile, douloureuse, mais également héroïque. Alors, dites-nous un peu comment est venue l'écriture de ce roman, la forme singulière de la manière dont vous la racontez. Ah, c'est toujours difficile d'évoquer la façon dont on s'y est pris pour écrire un roman, puisque j'ai précisé roman. Pendant des années, j'ai repensé à cette période, évidemment, mais sous forme de témoignage. Et je voulais absolument éviter le témoignage. En tout cas, le témoignage direct, c'est pas mon affaire. Ce qui m'intéressait, c'est le roman, la littérature. Lorsque la période du confinement est arrivée, c'est-à-dire plus de 70 ans après les événements, j'ai considéré que beaucoup de gens confinés, qui se plaignaient d'ailleurs et qui en souffraient, au fond étaient comme des enfants cachés. Et ça m'a remis en mémoire soudainement ce que j'ai pu être amené à vivre. Partant de là, des souvenirs sont revenus, notamment une amnésie totale concernant ma séparation avec mes parents. Aucun souvenir. Et ah, troisièmement, je me suis dit, est-ce que j'ai des séquelles de cet épisode, au fond, un peu tragique? Ces trois fils, je les ai noués ensemble, et c'est ainsi que j'ai pu créer la structure du roman, puisque ces trois fils imbriqués me menaient directement vers le passé, qui remonte très loin, dont je n'ai que des souvenirs un peu vagues, des sentiments, des sensations, mais rien d'autre. Et la littérature, le roman, m'a aidé à reconstruire cette histoire, pour lui donner, au fond, sa réalité, sans m'en tenir au témoignage au sens strict. Voilà comment le roman s'est écrit. Alors, c'est aussi ce qui rend ce roman, qui est vraiment un roman tellement attachant dans la manière d'évoquer un épisode tragique finalement dans la vie d'un enfant, quelle que soit la pudeur que l'on ait à utiliser le mot tragique ou le mot héroïque en ce qui concerne les deux personnes, Simone Chaumet et Germaine Bisserier, qui sont des justes et qui ont eu le courage de vous garder, de vous protéger, de vous cacher en même temps que 11 autres enfants juifs qui tentaient d'échapper à la persécution nazie. Le fait de trouver une formulation romanesque permet en même temps d'atténuer, mais en même temps d'accroître l'émotion que le roman engendre chez le lecteur. Ainsi, pour ceux qui n'ont pas encore lu le roman, vous commencez en incarnant un personnage de narrateur, romancier narrateur, qui se trouve aux prises avec le zèle et la bonne volonté d'une personne chargée dans l'administration de vous allouer une allocation. Mais pour ça, il faut entrer dans une case. Et la case n'existe pas. Alors on l'a créé. Et cette case créée me permettait éventuellement, effectivement, de bénéficier de cette mesure. Et j'ai eu, comme beaucoup, un rapport avec l'administration, disons entre guillemets, plaisamment problématique. Et je me suis amusé de cette situation, bien entendu, parce que il fallait cocher certaines cases et la case principale, il fallait que je puisse prouver que j'avais des séquelles de cet épisode. Et je ne voyais pas de séquelles chez moi. Je suis en forme,
toujours assez joyeux, euh, positif, comme on dit aujourd'hui, et je n'allais pas évidemment faire un faux pour prouver que j'avais des séquelles de cet épisode, afin de bénéficier éventuellement de cette mesure. Et alors là, évidemment, peu à peu, je me suis dit, mais peut-être au fond, ai-je des séquelles? Alors où sont-elles? Comment se situent-elles? La première d'entre elles, ben, pourquoi j'écris? Hmm. Évidemment, on n'écrit pas comme ça, j'allais dire impunément, innocemment en tout cas. Bien entendu, m'est revenu en mémoire ce que je disais à l'instant, l'amnésie totale de la séparation de mes parents. C'est peut-être une séquelle, ça. Et ainsi, je me suis rendu compte que j'avais des séquelles, mais que je ne manifestais pas au grand jour. Comme le vertige, par exemple, puisque caché dans la montagne, j'ai certainement eu affaire au vertige qui m'a saisi enfant, dont je n'ai jamais pu me remettre. Pourquoi je dis souvent que je tombe de haut, et tout le monde me comprend à demi-mot. Hmm. Voilà. Et c'est ainsi que peu à peu, j'ai pu montrer, au fond, la complexité que je peux rencontrer à l'égard de ce souvenir, dont je me souviens à travers une sorte de nuage. C'est pas très précis, mais je crois que c'est le propre de la littérature. Alors, ce qui est aussi particulièrement, je dirais presque spectaculaire dans la manière dont vous reconstituez un épisode basé sur des souvenirs qui apparemment n'existent plus, c'est que vous essayez de trouver une imagerie extérieure à vous-même qui vous permet de comprendre les sentiments qu'un petit enfant peut éprouver au moment où on l'arrache des bras de ses parents sans qu'il puisse comprendre les raisons de cet arrachement. Et ainsi, vous évoquez peut-être que ce que j'ai vécu, je le raconte à partir d'images d'un film que j'ai vu, Le Kid de Chaplin ou un autre film où on voit un enfant en détresse. Alors là, c'est une exploration très intéressante de ce que peut l'écriture romanesque en inventant un faux réel qui devient un vrai réel. Oui, ce qui m'a amené à prendre la distance souhaitée toujours au niveau de l'écriture. Et je me suis raconté le film au fond de cet épisode que je suis censé avoir vécu, mais dont je n'ai pas gardé un souvenir précis. Et effectivement, lorsque je vois le kid de Chaplin, Charlot, je peux être toujours ému puisqu'au fond, j'ai vécu une petite situation de cet ordre, évidemment. Et la distance me paraît propre à exprimer le sentiment qui évite le pathos, dont je me méfie toujours. Et voilà comment peu à peu j'ai réussi, en tenant le personnage que j'étais à distance, comme il l'est dans le temps, à le décrire au fond, et peut-être à pénétrer à l'intérieur du personnage et de mes propres sentiments. Alors, Voilà, je pense, Alors revenons aux conditions dans lesquelles historiquement vous avez composé ce roman. On se souvient tous de la période du confinement, on l'a finalement tous vécu. Et la manière dont vous en parlez en disant les nouvelles à l'époque font état d'un avenir aussi imprévisible que l'aura été pour l'enfant caché, que l'aura été pour l'enfant caché le passé. On a là un choc entre le passé, le présent et un avenir aussi incertain que ce qu'aurait pu être le passé vécu et oublié. oui, parce que le discours ambiant pendant le confinement, on ne savait pas sur quoi ça allait déboucher. Est-ce que les mesures prises étaient les bonnes? Est-ce que le danger allait augmenter ou décroître, comme beaucoup l'espéraient? Mais lorsque j'étais enfant caché, nous ne savions rien de l'avenir. Si tant est que nous puissions penser à l'avenir en tant qu'enfant, il faut se replacer évidemment à l'âge qui était le mien à l'époque. Et je vois un parallèle entre les deux situations, c'est-à-dire que au fond, nous étions totalement démunis devant une situation qui nous dépassait. Et c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans le livre. C'est-à-dire qu'au fond, je me disais, bah, nous sommes tous des enfants cachés. Et que ça permet de comprendre ce qu'a été cet épisode pour les enfants cachés notamment. Car quand on parle de ce problème, on peut dire que ceux qui n'ont pas vécu cela, ça leur est difficilement accessible. Mais aujourd'hui, avec le confinement, on doit pouvoir comprendre. Alors vous me direz, quelle différence y a-t-il entre un virus et un nazi? Ben, je vous laisse la réponse. Mhm. Il y a aussi dans le récit, le roman et le déroulement du fil narratif,
Ce personnage de narrateur est aussi le personnage du romancier. Et petit à petit vient à lui une sorte de révélation de ce qu'a été toute son œuvre, de ce qu'ont été tous ses livres, tous les romans dans lesquels il a inventé des histoires, dans lesquels il a déployé un sens de l'humour, de l'ironie, cette élégance de ne pas tout dévoiler tout en indiquant des pistes dans l'émotion. Est-ce que là, ça a été un choc, cette révélation pour vous, ou est-ce que vous en aviez une sorte de pressentiment au moment de commencer l'écriture du roman? Je dois dire, j'ai toujours eu une sorte de pressentiment à cet égard. Et les séquelles qui étaient les miennes et dont je n'avais pas une conscience très claire me sont apparues grâce à une amie qui, un jour, ayant lu mes livres, une amie normalienne, avait lu mes livres, je crois, avec intérêt, et je lui faisais remarquer combien mes romans étaient tous différents. Elle me dit, c'est vrai. Et pourtant, il y a un thème récurrent, l'enfermement. Elle m'a ouvert la porte en la fermant, si je puis dire. Je n'avais absolument pas pensé à cela. Et c'est vrai, quand on prend sur ma douzaine de romans, il y en a 8 ou 10. Le thème central, c'est l'enfermement. Donc, c'est l'enfant caché. Et je comprends, et j'ai pu comprendre à ce moment-là, comment s'éclairaient ces romans et pourquoi je les avais écrits. Il y a une interview que j'avais donnée il y a très longtemps à la radio avec un ami dans les chemins de la connaissance notamment. Il avait plus ou moins déjà perçu cela, mais je n'avais pas saisi entre guillemets la balle au bon. Je ne m'étais pas rendu compte. Il faisait déjà allusion à ce thème. Mais là, lorsqu'on a renouvelé ce thème et on me l'a remis en mémoire, j'ai compris qu'au fond, mes modestes livres ont été écrits et tournent autour de l'enfermement et que bah, j'évoquais l'enfant caché sans le savoir. Le cow-boy en exil est Oui, enfermé dans un désert. oui, oui, tout à Les fait. enfants, les pèlerines sont enfermés dans une colonie. La femme sauvage est enfermée dans une chambre d'hôtel. Où vont les canards? Il fait la grève de la faim et s'enferme chez lui. Enfin, et j'en passe. Pas forcément des meilleurs, mais je vous les laisse. Oui, c'est vrai que c'est une occasion, après avoir lu Les sourires d'un enfant caché, votre dernier roman, c'est dans le fond une grille de lecture que vous proposez à celles et ceux qui voudraient se replonger dans ce que vous appelez vos modestes livres, qui sont en fait de grands romans qui tous nous ont touchés, nous ont émus et nous ont saisis peut-être d'une émotion qu'aujourd'hui, après avoir lu Les sourires d'un enfant caché, on comprend mieux qu'il y avait aussi chez le lecteur une sorte d'émotion cachée à lire ce que vous racontiez, parfois avec humour, parfois avec une certaine férocité qui n'est pas dépourvue de cette énergie à vouloir raconter les choses. Oui, en effet. Mais l'énergie, je l'avais au départ. Je crois qu'elle est restée. C'est ajouté à ça, lorsque j'ai compris au fond ma démarche, une forme de joie maintenant, puisque je me sens libéré. Et désormais, je ne suis plus du tout un enfant caché. Alors je ne peux plus écrire les mêmes choses. Ah oui. Et voilà. Un ami médecin, neurologue, auquel je fais allusion dans mon livre, m'avait dit un jour, il vaut mieux que tu ne saches pas pourquoi tu écris. Et oui, si j'avais su à l'époque, peut-être n'aurais-je pas écrit. Mhm. Maintenant, le temps a passé et j'allais dire ce que j'avais à faire est un peu derrière moi. Oui, mais enfin, nous nous connaissons, donc je sais que tous les matins, vous vous installez à votre table de travail et vous écrivez. Donc j'imagine et j'espère que le fait que sourire d'un enfant caché et finalement révéler le pourquoi d'une vie d'écriture, vous n'allez pas interrompre l'écriture à partir de maintenant et continuer à explorer de nouvelles pistes, peut-être avec une liberté plus grande. Oui, vraisemblablement, c'est le cas, mais travailler tous les matins, ça ne signifie pas qu'on compose tous les matins. C'est aussi faire des gammes. J'ai Ah le oui. goût de la grammaire, j'ai le goût des conjugaisons, des nouvelles possibilités qu'offre la langue. Et parfois, je ne suis pas nécessairement sur un roman qui aboutira. Je travaille, j'écris, je fais mes gammes, au fond comme un chanteur, comme un instrumentiste. Et je m'amuse beaucoup, parfois un peu moins, mais je n'ai pas dit, comme on dit, encore le dernier mot, bien sûr.
Nous l'espérons tous. Alors, peut-être pour terminer cet entretien, parce que les limitations de Zoom vont nous interrompre bientôt, j'aimerais que vous nous disiez, cette fois-ci, quelques mots en tant que témoin d'une expérience euh, exceptionnelle de générosité, que vous nous disiez quelques mots sur Simone Chaumet et Germaine Bissorier qui vous ont hébergé avec 11 autres enfants au chalet des auberges de jeunesse et qui ont gardé au péril de leur vie 12 enfants juifs, les sauvant ainsi de la déportation. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la mémoire que vous conservez d'elle? J'ai évidemment conservé d'elle des images un peu floues, honnêtement, mais un sentiment profond, évidemment, de reconnaissance pour elle. Deux femmes exceptionnelles, pas des héroïnes, elles seraient scandalisées si on utilisait ce terme, mais d'un courage absolument extraordinaire, parce que pense que ce qu'elle faisait, elle le faisait en toute conscience. Ce n'était pas un acte téméraire. Elle agissait pour le bien, et j'ai gardé d'elle deux caractères très différents. Il m'est resté comme ça, très sensible. Simone Chaumet était une femme très généreuse, chaleureuse, me paraissait-il très séduisante, très ouverte. Et Jamie, c'est-à-dire Germaine Bisserier, qu'on appelait Jamie, était une femme plutôt réservée, un peu sèche, presque un peu rigide, mais d'un dévouement absolu. Et c'était deux amis qui avaient engagé leur vie au risque de la perdre ou de la perdre, évidemment. Et elles nous ont menés à bien pendant pratiquement. Voilà. Ce sont des femmes qui ont été reconnues justes parmi les nations. Elles sont même inscrites au mur des justes à Paris, au mémorial juif. On peut voir leur nom. Bien sûr, je suis allé plusieurs fois voir ce mur des justes et ça me laisse évidemment un sentiment très profond. Voilà ce que je puis dire. L'une est décédée pendant la guerre d'Algérie, en Algérie, Simone Chaumet, et puis Jamie, Germaine Bisserier, décédée dans le grand âge à La Rochelle. Voilà. Vous évoquez dans le roman l'existence, la présence d'une photographie du groupe des 12 enfants. Est-ce qu'elle existe toujours ou est-ce que c'est une invention du romancier pour le récit? Et si elle existe toujours, avez-vous des contacts avec ces enfants? Avez-vous eu des contacts avec ces enfants? En avez-vous encore aujourd'hui? La photo existe, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, c'est pas évident, mais la photo existe. Mais il n'y a pratiquement plus de survivants, Hmm. puisque tout le monde serait dans un grand âge. Moi-même, j'étais le Benjamin de cette équipe. Donc, voilà. À part deux ou trois personnes, il n'y a plus. Non, non, je crois qu'il n'y a plus de survivants. Et je n'ai pas gardé des contacts. Non, non. Mais j'ai la photo. Très bien. Voilà. Jean-Yvan, notre réunion Zoom va bientôt être achevée. Je voulais, pour terminer cet entretien, vous remercier vraiment pour ce dernier roman en date, en attendant le prochain, le suivant, et rappeler que vous venez de publier aussi aux éditions MEO un recueil de nouvelles, Cosa Mentale, à propos duquel nous avons déjà eu un entretien sur ce site. Et je voulais simplement vous souhaiter et souhaiter à ce livre tout le destin heureux qu'il mérite par ce roman qui est un de ces rares romans qui prennent à la gorge et étreignent le cœur avec cette élégance que vous avez de dire des choses essentielles en utilisant toutes les armes de la composition romanesque. Merci Jean-Yvan. Merci beaucoup, Jean Geniot.